Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce temps d'information sur la télévision Nouvelle Connexion TNC. Voici à présent les titres de ce journal. Madagascar, le nouveau Premier ministre divise l'opposition qui continue de maintenir la pression dans les rues. Économie au Kenya, nouveau programme en vue de l'exportation du brut. Environ 2000 barils partiront de l'Okisha vers le port de Mombasa chaque jour. En Italie, le Sénat et le Parlement accordent leur confiance au gouvernement Conte. Et enfin, nous irons dans les coulisses du sommet qui aura lieu le mardi 12 juin entre le leader nord-coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump à Singapour. Voici pour ce qui est de l'essentiel des titres de ce journal. Commençons tout de suite ce journal par l'Éthiopie où la coalition au pouvoir a annoncé vouloir mettre fin au conflit frontalier qui l'oppose à son voisin l'Érythrée en mettant en œuvre pleinement les conclusions d'une commission internationale indépendante qui avait délimité en 2002 le tracé de la frontière commune entre l'Érythrée, source de vives tensions militaires entre les deux pays. Reportage. Le régime éthiopien a pris un nouveau virage, celui de réformateur. Le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique siffle la fin de son différend frontalier avec l'Érythrée et s'ouvre aux grandes entreprises. Ces annonces surprises marquent le début d'une nouvelle ère imprimée par le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed. Le gouvernement a également annoncé l'ouverture du capital de plusieurs grandes entreprises publiques au secteur privé. Une rupture totale avec la politique économique des précédents. Reste à savoir si l'Érythrée acceptera la main tendue de son voisin. Selon la coalition au pouvoir en Éthiopie, le gouvernement érythréen devrait adopter la même position sans condition préalable et accepter notre appel à restaurer la paix trop longtemps perdue entre les deux pays frères, comme c'était le cas auparavant. Entre 1998 et 2000, les deux voisins se sont livrés une guerre fratricide qui a fait au moins 80 000 morts, notamment en raison des divergences sur la démarcation de leurs frontières. Un accord de paix avait été signé fin 2000 à Alger, puis une commission d'arbitrage soutenue par l'ONU avait tranché sur le tracé de la frontière en faveur de l'Érythrée. Comme annoncé dans les titres, rendons-nous à présent à Madagascar. L'opposition, malgré la nomination la veille d'un nouveau Premier ministre de consensus, a décidé de maintenir la pression sur le président Eri Rajaona en appelant à poursuivre les manifestations. Rappelons que depuis fin avril, l'opposition manifeste quotidiennement dans le centre d'Antananarivo. Plus de détails dans ce qui suit. L'opposition malgache a décidé mardi de maintenir la pression sur le président Eri Rajaona-Rimampian en appelant à poursuivre les manifestations malgré la nomination d'un nouveau Premier ministre de consensus. Jusqu'à présent, nous revendiquons toujours la même chose, que le président dégage. Depuis fin avril, l'opposition manifeste quotidiennement dans le centre d'Antananarivo. Le rassemblement de mardi a tourné au règlement de compte entre les deux principaux partis d'opposition, le MAPAR revendiquant la paternité de la nomination du nouveau Premier ministre. Si vous, les députés du TIM, vous dites « nous ne voulons pas faire partie de ce nouveau gouvernement », que tout le monde le comprenne bien, qu'il en soit ainsi. Je vous demande clairement, à vous les députés du MAPAR, allons-nous former ce gouvernement ensemble ou est-ce chacun pour soi? Si c'est du chacun pour soi, non merci, nous n'en voulons pas. Nous les députés du TIM, nous ne formerons pas ce gouvernement si c'est juste pour obtenir 2 ou 3 sièges, cela ne nous intéresse pas. La crise politique qui secoue Madagascar a éclaté à quelques mois des élections générales. Initialement prévues en fin d'année, la Haute Cour constitutionnelle a imposé qu'elles se déroulent avant septembre. Le président Rajaona-Rimampian n'a pas annoncé s'il comptait se présenter pour un autre mandat. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, ce serait plus de 100 personnes qui auraient trouvé la mort dans le naufrage d'un bateau de migrants au large des côtes tunisiennes. Il s'agit du naufrage de migrants le plus meurtrier en Méditerranée depuis février. Depuis le début de l'année 2018, au total, 648 personnes ont perdu la vie en tentant de traverser la Méditerranée. Reportage. Le bilan du naufrage d'un bateau de migrants au large des côtes de la Tunisie dimanche dernier pourrait bien dépasser le nombre de 100 morts. C'est ce qu'a annoncé l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés ce mardi.
Si 52 morts sont confirmées, 60 personnes restent portées disparues et les opérations de sauvetage ont été suspendues à cause du mauvais temps, ce qui réduit considérablement leurs chances d'être secourus. Il y a encore un certain nombre de personnes portées disparues. Une 60aine de personnes manquent. Les opérations de sauvetage ont été suspendues à cause du mauvais temps. Et nous craignons que ces 60 disparus ne soient à compter parmi les personnes décédées. Ce qui porterait le bilan à plus de 110 morts si mes calculs sont exacts. Il s'agit du naufrage de migrants le plus meurtrier en Méditerranée depuis le 2 février, quand 90 personnes, en majorité des Pakistanais, étaient mortes noyées au large de la Libye. Depuis le début 2018, 648 personnes ont perdu la vie en tentant de traverser la Méditerranée. Autre élément des titres de ce journal, parlons à présent d'économie. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a officiellement lancé dimanche un programme pilote en vue de l'exportation du pétrole brut extrait dans le nord-ouest du pays. Le programme pilote prévoit l'acheminement de quelques camions, plus de 2000 barils par jour, depuis les puits de pétrole situés près de l'Okishar, dans le comté de Turkana, vers le port de Mombasa, à plus de 1000 km de là. Reportage. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a officiellement lancé dimanche un programme pilote en vue de l'exploitation de pétrole brut extrait dans le nord-ouest du pays. Le programme pilote prévoit l'acheminement par camion de quelques 2000 barils par jour depuis les puits de pétrole situés près de l'Okisha dans le comté de Turkana vers le port de Mombasa à plus de 1000 km de là. La découverte de pétrole au Kenya a été annoncée en 2012 par la société britannique kenyane Tullow, qui est également chargée de l'exploitation. Les réserves exploitables dites probables sont estimées à 560 millions de barils. La production de brut kenyane atteindra son rythme de croisière qu'après la construction au plus tôt en 2021 d'un oléoduc de près de 900 km qui doit relier un port en construction à Lamu et permettra de transporter environ 100 000 barils par jour jusqu'à l'océan Indien. Un mot de société, et c'est au Cameroun que nous nous rendons. Chaque mois dans ce pays, de nombreuses jeunes filles abandonnent l'école dans des communautés défavorisées par manque de moyens pour s'acheter des serviettes hygiéniques. Allons à la rencontre de Feka Pachibel, une enseignante qui a pris l'initiative de confectionner des serviettes hygiéniques bon marché pour pallier ce problème. Suivons ensemble cet élément. Chaque mois, de nombreuses jeunes filles abandonnent l'école dans des communautés défavorisées du Cameroun par manque de moyens pour s'acheter des serviettes hygiéniques. Feka Pachibel, une enseignante, a pris l'initiative de confectionner des serviettes hygiéniques bon marché pour pallier ce problème. C'est une enseignante, elle a appris à fabriquer ces serviettes lavables à l'aide des tissus provenant de partenaires. Les mères ne parlent pas de ces choses avec leurs enfants. Personne ne m'en a parlé lorsque j'avais leur âge. Quand c'est arrivé, ils m'ont juste dit « D'accord, ben vous êtes une femme ». Et ils m'ont donné un paquet de serviettes. Alors, lorsque ma provision s'achevait, j'utilisais d'autres choses. Je devrais aller utiliser du papier hygiénique. Et donc, ce n'était pas vraiment facile. Les serviettes lavables constituent une alternative abordable pour les jeunes filles de familles à faible revenu. Nous n'avons pas l'argent pour acheter des serviettes, ce n'est pas facile, le besoin est énorme et il n'est pas facile d'entrer dans certaines communautés. C'est vraiment très risqué et difficile. Une bénéficiaire du projet témoigne. Quand je me suis procuré le pad, cela m'a aidé d'une certaine façon. Du matin au soir, je ne me changeais pas et je ne ressentais pas de fuite. Je pouvais jouer, je pouvais sortir. L'UNICEF estime que l'absentéisme à l'école d'une fille africaine sur 10 est à l'origine des retards scolaires et même de l'abandon des études.
Emmanuel Macron et Justin Trudeau, les deux jeunes quadras à la tête de la France et du Canada, se sont retrouvés hier soir à Ottawa et ont scellé leur engagement. Ils ont voulu montrer qu'ils faisaient front commun dans la guerre commerciale opposant Washington et ses alliés. Ils se sont posés en défenseurs du multilatéralisme. Reportage. Emmanuel Macron et Justin Trudeau se posent en défenseurs du multilatéralisme. Un multilatéralisme fort, soulignent ces deux champions du libre-échange. Les dirigeants français et canadiens ont montré qu'ils faisaient front commun dans la guerre commerciale opposant Washington et ses alliés. Et c'est à Ottawa, au Parlement fédéral, qu'ils ont aligné leur engagement. Ils n'abandonneront pas non plus l'accord sur le nucléaire conclu avec l'Iran en 2015, ni les accords de Paris contre le réchauffement climatique. Un G6+1, c'est donc ce qui se profile, tant le sommet du G7 semble compromis par les positions des États-Unis et Donald Trump se trouvera bien isolé demain et samedi à Charlevoix, au manoir Richelieu. Comme annoncé dans les titres, à la suite du Sénat, la Chambre des députés a accordé sa confiance au gouvernement de Giuseppe Conte, ouvrant la voie à un exécutif issu d'une alliance inédite. Les populistes du mouvement 5 étoiles, associés au parti d'extrême droite de la Ligue, anciennement Ligue du Nord. Reportage. La Chambre des députés a accordé sa confiance au gouvernement de Giuseppe Conte. 350 voix pour, 236 contre et 35 abstentions. Mardi déjà, le Sénat avait fait de même, ouvrant la voie à un exécutif issu d'une alliance inédite, les populistes du mouvement 5 étoiles, associés au parti d'extrême droite de la Ligue. Celui qui aura la lourde tâche de diriger cet attelage sans précédent est un novice en politique. À 53 ans, Giuseppe Conte est inconnu des Italiens. Pour l'opposition, c'est une marionnette dans les mains des vrais chefs du gouvernement que sont Luigi Di Maio et Matteo Salvini. Mais de nombreuses questions restent sans réponse. Quel ancrage européen, alors que Matteo Salvini a déjà fait savoir qu'il avait appelé le très eurosceptique Viktor Orban pour faire changer les règles de l'Europe. Quelle crédibilité quand il lui est impossible d'expliquer d'où viendra le financement des dizaines de milliards d'euros de dépenses prévues, notamment avec le revenu de citoyenneté voulu par le 5 étoiles. Bref, l'Italie, comme le gouvernement Conte, pourrait bien être à la croisée des chemins. Le gouvernement allemand a demandé des explications à Richard Grenell, qui est en poste à Berlin depuis seulement un mois. Le nouvel ambassadeur américain à Berlin est sous le feu des critiques après une série de déclarations polémiques. C'est une interview publiée sur Breitbart, le site américain ultra-conservateur, qui a mis le feu aux poudres. Explication dans cet élément. Le nouvel ambassadeur américain à Berlin est sous le feu des critiques en Allemagne après une série de déclarations polémiques. C'est une interview publiée sur Breitbart, le site américain ultra-conservateur qui a mis le feu aux poudres. Dans cet entretien, Richard Grenell dit soutenir la droite dure en Europe, à l'image de Sebastian Kurz, le chancelier autrichien, qualifié de rockstar, qu'il recevra la semaine prochaine à Berlin. Une partie de la classe politique allemande crie au scandale. C'est très dangereux car il pourrait devenir une sorte de défenseur des populistes de droite et de gauche qui voudraient détruire notre société libre. On a le sentiment que le nouveau maître colonial est arrivé au pouvoir. Je pense qu'aucun gouvernement ne peut l'accepter. Le gouvernement allemand a demandé des explications à Richard Grenell, qui est en poste à Berlin depuis seulement un mois. Sur le site Breitbart, il s'en prend également à la politique migratoire d'Angela Merkel et déplore l'état de l'armée allemande. Autant de déclarations qui contribuent à envenimer les relations entre Berlin et l'administration Trump. À une semaine du coup d'envoi du mondial, Vladimir Poutine ne se fait aucune illusion sur les chances de son équipe. Mais le président russe nourrit des ambitions politiques plus élevées. Il espère que le mondial puisse en partie faire oublier le souvenir de l'annexion de la Crimée et de l'avion néerlandais abattu par un missile russe. Reportage. À une semaine du coup d'envoi du mondial, les moscovites conjurent le sort avec un des aphorismes dont ils ont le secret. Comme dit le dicton, la Russie souffre de 3 malheurs. Les routes en mauvais état, le cours du rouble et le football. Et comme les autres, Vladimir Poutine ne croit pas que son équipe puisse gagner. En tant que pays organisateur de l'événement, notre principal objectif est que cette Coupe du Monde se déroule dignement, qu'elle soit une fête pour des millions de fans de football à travers le monde.
Vladimir Poutine ne se fait aucune illusion sur les chances de son équipe, mais le président russe nourrit des ambitions politiques plus élevées. Il espère que le mondial puisse en partie effacer le souvenir de l'annexion de la Crimée ou de l'avion néerlandais abattu par un missile russe. Si le gouvernement russe voulait améliorer son image à l'étranger, alors il aurait fallu éviter de s'immiscer dans les conflits à l'est de l'Ukraine ou en Syrie, empêcher l'ingérence dans les élections américaines ou l'affaire Skripal, etc. Tout cela réduit à néant les efforts d'améliorer notre image à l'étranger. Le mondial offre à Vladimir Poutine une victoire symbolique. La Coupe du Monde prouve aux électeurs russes que malgré les sanctions, leur pays n'est pas au banc des nations, au contraire. Le mondial renforce la popularité de Poutine parce que la majorité des gens veulent regarder le football. Au chapitre des problèmes nationaux, la seule menace pour Poutine, ce serait un attentat. Prions que ça n'ait pas lieu, mais pour lui ce serait un coup très rude. Sur le terrain, l'équipe russe a perdu tous ses matchs de préparation et n'a enregistré aucune victoire en 2018. Rendons-nous sur l'île très touristique de Sentosa à Singapour, réputée pour ses belles plages paradisiaques, parcours de golf, parcs d'attractions, casinos et hôtels de luxe. Nous vous conduisons dans les coulisses du sommet Kim Trump qui aura bel et bien lieu le 12 juin prochain. Des officiels américains et nord-coréens sont déjà sur place pour préparer ce sommet historique. Suivons ensemble, dans ce qui suit, cet élément. C'est dans cet hôtel que Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un doivent se rencontrer mardi prochain, a annoncé la Maison-Blanche qui précise que le premier tête-à-tête entre les deux hommes aura lieu à 9 h du matin. L'établissement est situé à Singapour, sur l'île très touristique de Sentosa, réputée pour ses plages paradisiaques, parcours de golf, parcs d'attractions, casinos et hôtels luxueux. Des officiels américains et nord-coréens sont déjà sur place pour préparer ce sommet historique qui vise à apaiser les tensions entre Washington et le régime de Pyongyang. À travers cette rencontre, le président américain espère obtenir la garantie d'une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la Corée du Nord. Si Kim Jong-un a déjà affirmé vouloir emprunter cette voie, il est resté évasif sur la méthode. 2 jours après la démission du Premier ministre, les Jordaniens occupent toujours les rues d'Amman. Des manifestations contre la vie chère alors que le gouvernement projette d'augmenter les impôts sur le revenu et les taxes sur les produits de consommation courante. Explication des raisons de cette colère dans ce reportage. En Jordanie, les syndicats ont continué de défiler mercredi. Une trentaine d'organisations qui représentent des dizaines de milliers de travailleurs ont battu le pavé. Si le Premier ministre a démissionné pour laisser sa place à Omar al-Razaz, sur le fond, la réforme fiscale voulue par le gouvernement continue d'inquiéter. Nous allons donner une chance à ce gouvernement une fois qu'il sera formé. Après, nous déciderons de ce que doit être la prochaine étape. S'ils répondent à nos revendications, tant mieux. Sinon, il y aura de nouvelles discussions. Une position jugée trop tiède par nombre de manifestants. Beaucoup d'entre eux demandent le retrait pur et simple du projet de loi comme prérequis à toute négociation. La démission lundi du Premier ministre et l'appel du roi Abdallah II à une révision complète du projet de loi sur l'impôt sur le revenu n'a semble-t-il pas suffi à dissiper les craintes. Terminons ce journal par du tennis. C'est la surprise de Roland Garros. L'Italien Marco Cecchinato n'avait pas gagné un seul match en Grand Chelem et le voici propulsé en demi-finale des internationaux de France. Après avoir battu Novak Djokovic, l'ancien numéro 1 mondial, s'est incliné après 3h30 de match et 4-7, 6-3, 7-6, 1-6 et 7-6. Reportage. C'est la surprise de Roland Garros. L'Italien Marco Cecchinato n'avait pas gagné un seul match en Grand Chelem et le voilà propulsé en demi-finale des internationaux de France après avoir battu Novak Djokovic. L'ancien numéro 1 mondial s'est incliné après 3h30 de match et 4-7, 6-3, 7-6, 1-6, 7-6. Cecchinato, 72e mondial, affrontera dans le dernier carré l'Autrichien Dominic Thiem, 8e joueur mondial. Dans l'autre quart de finale, ce dernier a vaincu l'Allemand Alexander Zverev, diminué par une blessure à la cuisse gauche. Une victoire en 3-7, 6-4, 6-2, 6-1.
Ce journal a été préparé par Miss Mevoa et l'ensemble de la rédaction de la télévision Nouvelle Connexion, TFC, réalisé par Rose Kwaku et Dabara Yao. Quant à moi, j'ai été très heureux d'être en votre compagnie pour ce tour du monde de l'actualité. Je vous donne rendez-vous demain, même chaîne, même heure, pour d'autres informations. À bientôt.